Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia ce samedi 28 décembre. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle, vous allez pouvoir partager et revivre tous vos programmes sur nos réseaux sociaux. L'actualité a été dominée par plusieurs annonces, plusieurs sorties cette semaine. Nous allons y revenir, à commencer d'abord ce hashtag 2024, des millions de hashtags, des millions de citoyens dans le monde s'expriment sur les réseaux sociaux. Le président algérien a dit clairement qu'aucun hashtag ne pouvait déstabiliser le pays. C'était la une du Soir d'Algérie, menacer le pays, perturber le pays, faire chavirer ou faire tomber le pays. Vous me direz bien évidemment, il a certainement raison, mais en quoi le pouvoir panique-t-il? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a l'air déstabilisé? Est-ce qu'il a été déstabilisé ce régime jusqu'à en voir le président algérien faire plusieurs interventions? C'est ce qu'il a fait notamment lors de sa rencontre avec les Walis. Plusieurs questions se posent bien évidemment. Certainement un régime face aux crises internationales avec les mouvements et les différents soulèvements qui ont lieu dernièrement, notamment autour de la Syrie, mais peut-être aussi un régime face à sa crise, celle intérieure, la crise que vit le peuple aujourd'hui face au peuple. Pourquoi donc le pouvoir algérien n'a-t-il pas effectivement pris en compte ce hashtag, un hashtag qui n'est pas nouveau puisque depuis maintenant plusieurs années, plusieurs décennies, ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des millions d'Algériens à revendiquer notamment le changement de système, un pouvoir d'achat, des libertés, de l'expression, des droits, de réels médias, vivre dignement au pays. Donc on se posera plusieurs questions. Est-ce que derrière ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement diversion, encore détournement d'opinion politique? On essaiera de comprendre ce qu'il y a derrière ce hashtag, mais surtout derrière la position du pouvoir algérien. Une semaine aussi qui a été marquée par l'anticipation du dialogue national, puisque plusieurs partis politiques ont appelé le président algérien Abdelmadjid Tebboune à anticiper et à mettre en place ce dialogue national qu'il a annoncé lors de son investiture, donc après le 7 septembre dernier. On essaiera de comprendre comment peut-on ouvrir un dialogue national, notamment dans ce climat où il manque l'apaisement, beaucoup de répression aujourd'hui, un manque de liberté, une économie en faiblesse et puis un pays en termes de diplomatie, pour certains observateurs en tout cas, qui s'est isolé de plus en plus. Et puis derrière cet apaisement, il y a notamment cette mesure d'apaisement avec ces grâces faites par le président algérien, puisqu'il a décidé mercredi des mesures de grâce présidentielle pour notamment 2471 détenus. Il a en outre décidé des mesures d'apaisement au profit de 8 détenus en détention provisoire ou en attente de jugement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. On a pu lire sur le communiqué officiel, donc peut-être lié à l'expression et à l'opinion, mais aucun détenu politique n'a été évoqué, peu importe le bord, et encore moins notamment ceux du fils. Ils sont nombreux derrière les barreaux. Et puis le 23 décembre, c'était cette semaine, le 23 décembre 2015, donc Arbi Rahmo partait, décédait donc le grand novembriste, militant pour les droits, la cause juste, la transition, l'ouverture politique, Hussein Aït Ahmed, paix à son âme. On y revient en fin d'émission avec nos invités. Est avec nous donc, si je ne me trompe pas, Menoual Jadi. Bonsoir Menoual Jadi, vous êtes donc ancien député du FLN. Bonsoir, c'est Chaban, à vous et à vos invités, ainsi que les téléspectateurs, et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir aussi d'avoir le docteur Si Ahmed Sidi Mnad. Bonsoir, docteur, expert senior auprès des Nations Unies. Et puis longtemps au FFS, vous connaissez vous connaissez très bien aussi le parti Hussein Aït Ahmed. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Chaban. Merci pour l'invitation et bonsoir à vos invités et à vos téléspectateurs. Merci. Le plaisir aussi d'avoir le grand militant, docteur médecin, docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir. Bonsoir, c'est Chaban. Salam alaikum. Tahiyya ila kull shurafa wa al-ahrar. Ceux qui suivent le Magharibiya al-Habiba. Et mes salutations à vos invités. Et puis il est donc avocat, secrétaire donc de la FIDH, secrétaire national de la FIDH, Fédération internationale des droits humains. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, merci pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs.
Merci d'être avec nous, maître. Menouar Jadi, je vais commencer avec vous. Comment vous analysez cette situation, cette sortie, hein? Le peuple s'est exprimé notamment sur son mécontentement avec le hashtag cette semaine, et tout de même une réaction peut-être, je ne sais pas, disproportionnée, un pouvoir déstabilisé jusqu'à en faire toute une campagne, j'ai envie de dire. Comment vous analysez ce hashtag, pardon, et puis la réaction du pouvoir algérien? Merci, Chaben. Tout d'abord, nuance, ce n'est pas le peuple qui a lancé le hashtag Manish Harari. C'est certains jeunes, je ne sais pas de quel côté, de quelle organisation ont été manipulés. Je suis d'accord qu'un jeune, universitaire ou non, qui se soucie de son avenir, pour un emploi, pour un logement, c'est tout à fait normal, c'est humain et c'est légitime aussi. Mais un jeune de 26-27 ans, il est très bien habillé. Alhamdoulilah ya Rabbi, je suis fier des jeunes. Lorsque je fais des tours à nos écoles, qu'ils soient primaires, CEM, lycée ou université, je vois ces jeunes-là bien habillés, fiers. Donc, je reviens. Donc, un jeune de 26-27 ans qui dit que je suis Manish Razi, مانيش راضي بالحكم، ما كاش ديمقراطيه، ما كاش لا ليبرتي ديكسبرسيون، انا لازم هذا النظام يروح. Je dis qu'un jeune, il n'est pas encore arrivé à ce stade, et je sais que ces jeunes-là ne sont adhérés à aucun parti politique ou association. Donc je me pose la question de ces jeunes-là. La question, moi, que je pose, personnellement, ça m'engage que moi. Si Chaban, avec nos voisins, les pays maghrébins, les pays africains, certains pays asiatiques, vous croyez que leurs jeunes sont mieux outillés, mieux nourris, ils sont mieux que nos jeunes? Je regrette. L'Algérie, c'est le seul pays africain et arabe qui octroie à ces jeunes des locations de chômage. L'Algérie, aujourd'hui, elle a 15 millions, je dis bien 15 millions d'élèves à l'école, qui soient du primaire à l'université, et des écoles spécialisées. Les 15 millions représentent 32% de la population. Donc, ces jeunes-là, je dis que ont été, comment dirais-je, certains gens, ils ont vu qu'il y a une, soi-disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Il y a 3, 4 ans, 5 ans, on entendait parler que après l'Égypte, ce sera l'Algérie. Et certains assoiffés de pouvoir qui veulent avoir le pouvoir en Algérie, même sur des cadavres, je dis bien, je souligne, sur des cadavres en Algérie, ils veulent que l'Algérie brûle pour qu'ils prennent le pouvoir. Mais un mot, Menouar Jadi, un mot sur la réaction du pouvoir. Vous gardez la parole, Menouar Jadi. On va essayer d'essayer un peu aussi d'être dynamique. Il y a pas mal de sujets. Vous êtes nombreux ce soir. Merci. La question que je vous posais, c'est plutôt alors qu'on est d'accord ou pas d'accord. Nos invités vont s'exprimer. Le docteur Mohamed Lamine Chiban est aussi en Algérie. Les jeunes Algériens, la famille algérienne s'exprime maintenant depuis plusieurs années. Mais une question précise pour vous. Pourquoi est-ce que le président algérien on arrive vraiment à s'exprimer, à avoir une crainte d'un hashtag, peut-être même au lieu de l'analyser, au lieu d'écouter le peuple? Comment vous analysez cette sortie et cette réaction du président algérien? Menouar Jadi. Oui, je vous entends, M. Chaban. Je vous en prie. Allô? Oui, Menouar Jadi. Oui, je vous en prie, allez-y. Donc, je dis que le président Abdelmajid Tebboune, lors de sa campagne électorale en septembre 2024, ainsi que lors de son investiture,
il a parlé de dialogue, il a parlé qu'il se concerte avec les partis politiques, associations sur le plan politique, économique et social, avec tout le monde, et tracer comment dirais-je, une voie vers la vraie démocratie, comme il l'a qualifié. Moi, je m'excuse du terme, il a dit avant ce hashtag. C'est bien avant. Et tout ce qu'il a dit, M. Abdelmajid Tebboune, je dis bien, et j'assume mes responsabilités, depuis 2019, tout ce qu'il a évoqué, tout ce qu'il a dit, avec les rencontres avec les journalistes, avec la presse, ou avec le peuple lors des campagnes électorales, ou bien avec les députés, avec les deux chambres, ou bien avec les walis et les membres du gouvernement, chaque chose qu'il trace et qu'il évoque, on la voit. 1 mois après, 2 mois après, 6 mois, 1 année, et sera concrétisé. Et ce dialogue, il l'a évoqué depuis longtemps. Ok, c'est clair. Restez avec nous. Ok. Je reviens à vous, hein. On a encore pas mal de temps. Est avec nous le docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique. Bonsoir docteur. Une réaction d'abord sur ce que vous avez entendu. Vous êtes au pays aussi, les jeunes, mais la famille algérienne, et c'est normal, chaque citoyen du monde entier a besoin de s'exprimer. On a un hashtag en 2024 qui est sorti. Voilà, je ne suis pas satisfait, mais ça veut dire aussi que j'aime mon pays parce que j'ai envie de changement. D'abord, est-ce que vous comprenez ce hashtag en Algérie en 2024? Et puis, ce qu'on essaye de comprendre aussi, pourquoi ce pouvoir, pourquoi le président, ce régime donc réagit comme ça? Est-ce qu'il est affaibli aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une crainte aussi peut-être de voir, et ça sera aussi les mêmes questions pour nos deux autres invités, le docteur Ahmed Sidi Menad et Maître Rahmoun. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui a peut-être crainte de voir vraiment le peuple se réveiller à nouveau et peut-être un soulèvement comme on a pu voir aussi chez nos voisins syriens? Docteur. Écoutez, ça me fait déjà rappeler le film de Lakhdar Hamina, Chronique des années de braise. Écoutez, mon ami Chahben, je vous rappelle qu'en octobre 88, le peuple est sorti contre la dictature. Le responsable du FLN de l'époque de l'Amicale des Algériens en Europe, qui était à Paris, il avait traité ces manifestants de gamins, un chahut de gamins. Voilà. Alors, on ne veut pas d'une population avec un esprit critique. D'abord, je voudrais vous dire, vous nous donnez la chance de nous exprimer. Nous n'avons pas d'autres canaux pour nous exprimer. Alors, un simple hashtag pacifique, qui devient un danger pour l'État, et on parle tout de suite un danger, de l'obsession. Pardon? Vous dites un danger, une obsession. Absolument, une obsession. Et on parle maintenant, c'est le Maroc. À chaque fois, c'est le Maroc. Comment expliquer le nombre important de Harraga? Comment expliquer la fuite des cadres? Comment expliquer le plus grand nombre de départs de demandes de visa, selon le visa Schengen, le visa Info, Schengen Info? Le pays, après la Chine, mais on ne pourra pas se comparer avec la Chine, avec le nombre de milliards d'habitants. Le pays deuxième après la Chine, c'est l'Algérie, le plus grand nombre qui demande des visas pour aller en France. Le peuple, il a marre de cette malvie. Voilà ce qui est correct et ce qui est vrai. Chab. Maintenant que vous me dites Chab, c'est pas Chab, c'est une minorité, mais on respecte cette minorité. Il va qu'une minorité. Mais elle a dit, c'est des jeunes, ils disent le haqiqa. Maintenant, vous nous obligez à avoir une seule pensée. Le régime d'Union soviétique des années 70. Le mur de Berlin est tombé, mon ami Chahben. Où les pays communistes راهم تحلوا وكل تقدموا لقينا غير احنا حطونا مع سوريا والعراق. Réveillons-nous, subhanallah wa bihamdih. Jusqu'à quand il a maté هذا الهوان? Et nous sommes au mois de décembre. Nous commémorons la mort de Abban Ramdan. Nous commémorons la mort du grand Hussein Ahmed. Nous commémorons la mort de Farhat Abbas. Nous commémorons la mort du colonel Sinasar Mohamdi Saïd.
Au mois de décembre, il y a eu la révolution du jasmin. La révolution tunisienne, le Moubaraka, celle qui a balayé le général Ben Ali. Ce général qui a volé 22 milliards de dollars, selon le docteur Monsf El-Merzougui. Le mois de décembre, où, alhamdoulilah, nous sommes fiers, la fuite du grand tyran, du grand despote, Bachar el-Assad, la dynastie el-Assad, 54 ans de pouvoir pour cette république. Alhamdoulilah, nous espérons que cette révolution syrienne, et à leur tête, Al-Joulani, Inch'Allah, Al-Joulan, chose que la dynastie Assad n'a pas tiré une seule balle pour récupérer le plateau de Goulan, le plateau du Joulan. Donc, il faut reconnaître ces jeunes, ils ont le droit, c'est le destour qui les autorise, ils ont le droit de dire leur mécontentement. ما همش تابعين للمخزن وما همش خونة تلقاهم سي أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء. Merci docteur. Merci docteur, je reviens à vous dans quelques instants, bien évidemment. Malheureusement, encore une fois, derrière ce simple hashtag, je dis bien, on est en 2024, c'est un simple hashtag où des citoyens en Algérie disent ce qu'ils pensent. Certains ont été intimidés, interpellés, aussi incarcérés. On va écouter cette maman d'un jeune qui a été donc arrêté par les forces de l'ordre en Algérie. والله قد دخلوا له الدار اللي يرقد فيها كش ما عنده دار عنده حق الدار اللي يرقد فيه كش ما عنده دار خراوه يدخلوا فيها دخلوا له وين يرقد خمسة عقب بعضهم بعض خمسة لابسين نقص سفين لابسين كاع سفين لابسين كاع لبس عادي ما فهمش كاع واحد لابسين نقص سفين 5 قدر دخلوا معاه هو لقوه برا هو زكريا وعبد القادر دخلوا معاه دخلوا للدار اللي يرقد فيها دخلوا الدار اللي يرقد فيها. Voilà, avec beaucoup d'émotion toujours. Expert senior auprès des Nations Unies, Dr Si Ahmed Sidi Mennad, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, le hashtag « Je ne suis pas satisfait », 2 mots dans l'espace virtuel ont secoue le régime aujourd'hui. Voilà ce qu'a affirmé le président algérien devant notamment les Wali. « Nous protégerons ce pays qui, dans les veines de son peuple, coule le sang des martyrs ». Alors, il a évoqué beaucoup les martyrs, les Chouhada, paix à leur âme, que personne ne pense que l'Algérie peut être dévorée par un hashtag. Comment vous réagissez aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir a peur aussi et doit réagir sur tous les fronts et ne pas écouter sa jeunesse? Oui, d'abord j'aimerais réagir à ce qu'a dit votre invité qui est, je crois, au FLN, si je me trompe, et sans vouloir entrer dans les détails ni commenter tout ce qu'il a dit, c'est juste à se demander si nous sommes en train de parler du même pays. Parce que là, il y a franchement un décalage entre une certaine réalité qui est cruelle et ce qu'on nous décrit comme à chaque fois cette fameuse Algérie nouvelle. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ces jeunes bien habillés démontrent d'abord une maturité qui fait honneur. Et moi, je suis vraiment fier de ces jeunes-là. Et montrent aussi qu'il ne s'agit pas simplement d'une revendication sociale ou économique, mais beaucoup plus de nature politique. Donc, cette revendication de ces jeunes doit nous faire d'abord réfléchir à nous, à toutes les élites en Algérie, dans votre invité du FLN, ça devrait le faire réfléchir parce que, en quelque sorte, ils sont en train de nous interpeller. Nous qui avons ce devoir de regarder les choses telles qu'elles sont pour ce pays que nous aimons tous. Et en fait, parler de cette manière me blesse personnellement et profondément. Je suis vraiment atterré d'entendre ce type d'analyse qui, pour moi, n'a pas du tout pris sur la réalité. Et puis, en fait, il ne s'agit pas d'un simple hashtag, comme vous le dites. Non, c'était le début d'une contestation
étouffé jusque-là, parce que effectivement, après le Hirak qui a été exemplaire à travers le monde, et ça j'aimerais le rappeler à votre invité, il y a eu effectivement une fermeture de tous les espaces de liberté, d'expression, donc de tout ce qui nourrit la démocratie. Et donc parler de gens bien habillés, bien nourris et tout, n'a pas sa place ici. Nous parlons d'un pays qui se veut d'être libéré. C'est ce que nous voulons tous. Si on ne comprend pas ce cri de désespoir, en fait, hein, que ces jeunes-là, aujourd'hui, veulent un changement, veulent un pays où ils peuvent s'exprimer, un pays où ils feraient au moins un bon vivre, c'est que quelque part, nous tous, même nous qui sommes sur ce plateau, c'est que nous allons faillir à notre devoir. Quels que soient les gens qui s'expriment, et il y a quand même un peu de décence en regardant un peu la réalité en face. Je crois que pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Et c'est ce que j'ai envie de dire à tous ces jeunes et que je dis y compris à tous ceux que je connais, c'est qu'effectivement, il y a ce cri de colère et qui risque effectivement d'aller plus loin que cela. Et ce pouvoir-là non seulement minimise la portée de ce cri de désespoir, peut-être aussi de colère, mais en plus, il les traite de traîtres. C'est quand même quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose de triste de voir qu'un pouvoir tout-puissant, omnipotent, qui dit « moi, ce hashtag ne va pas m'ébranler », alors qu'en réalité, il y a comme une sorte de feu qui couvre quelque part. Et si on n'arrive pas à entendre tout ça, si même nous, les élites, d'où qu'elles viennent, n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à être un peu raisonnables dans la façon de voir cette réalité, alors je désespère de ces élites. Et moi, c'est pour ça que je dis que ces élites aussi doivent, et je suis sûr que mon ami Aïssa Rahmoun ou le docteur Lamine Chiban, que je salue parce que je crois connaître son frère qui a été avec moi au lycée de Ben Aknoun, vont certainement dire des choses qui vont dans le sens de ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà, merci. Merci docteur, restez avec nous. Mais écoutez, on va écouter le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui dit clairement, voilà, ce n'est pas un hashtag qui affectera, déstabilisera le pays, je vous rappelle, jusqu'à ce que le soir d'Algérie en fasse vraiment la une. Hein. الناس ضحاوا من هذه الأرض هذه اللي راه ضانها يجي يفترسها بسهولة، يفترسها بأشطاك ولا يفترسها، راه غلط. ما فيش جزائري ولا جزائرية اللي ما يسريش في دمهم روح المقاومة. Maître Aïssa Rahmoun est avec nous, secrétaire donc à la FIDH. Bonsoir Maître Rahmoun. On vient d'entendre quelques éléments importants, aucune voix discordante. On a l'impression effectivement qu'en Algérie, dès que le peuple réagit, dès qu'il souhaite quelque chose, on ne l'écoute pas. Et puis est-ce que vous êtes peut-être aussi d'accord avec ce que vient de dire le docteur Sidi Ahmed Sidi Mena, d'une contestation étouffée? Est-ce qu'on ne parle pas aussi peut-être encore une fois d'une diversion, d'un détournement des éléments importants pour le peuple, de l'opinion publique, Maître Rahmoun, sur cette histoire de hashtag qui prend une proportion pas possible peut-être dans un régime affaibli. Oui, merci Chaban. Avant de revenir à la question, je tiens à saluer les étudiants algériens, les jeunes médecins algériens. Tous ces petits rembards, ces petits gavroches qui sont là en train de résister, qui résistent toujours. Parce qu'aujourd'hui, l'exercice de la citoyenneté en Algérie est réduite à la question de la résistance. Alors, que dire d'un hashtag ou d'une campagne médiatique via les réseaux sociaux?
une campagne, un hashtag via les réseaux sociaux est le prolongement et la prolongation d'une lutte, d'un combat, d'une revendication, d'un état d'âme, d'une jeunesse désespérée. Alors, le discours de Abdelmajid Tebboune qu'on vient d'entendre ensemble disait que l'Algérie, beaucoup de martyrs, beaucoup d'hommes et de femmes se sont sacrifiés par leur sang, par leur vie, pour qu'aujourd'hui nous puissions jouir de la souveraineté nationale. Effectivement, chose qui est très correcte. Mais souvenez-vous que ces jeunes, et là je rebondis sur mon frère et mon concitoyen, ex-ancien député du FLN, qui disait que ces jeunes n'ont pas la conscience politique, n'ont pas l'appartenance politique pour exercer leur droit de citoyenneté. Souvenez-vous qu'Aït Ahmed avait 16 ans. Aït Ahmed avait 16 ans. Il était encore mineur quand il était engagé dans le combat politique. Souvenez-vous que Farhat Abbas, que Ben Ramadan, que Mohamed Boudiaf, que Mirouche, etc., étaient mineurs quand ils ont commencé l'exercice politique, l'exercice de la citoyenneté, l'exercice des droits humains pour libérer le pays. Et justement, quand on est un cadre du FLN, ça nous renvoie à un nombre de lettres engagées qui est Mohamed Dib. Mohamed Dib, à l'occasion de son ouvrage, de cet art qui est Dars Betar, comment le petit Omar avait décrit la situation dont il vivait. Et là, j'interpelle mon frère, mon concitoyen, ancien dirigeant du FLN. À l'occasion d'un exercice de l'administration de l'école coloniale qui disait que voilà, il y a un exercice dirigé, c'est l'école allemande principalement, qu'il fallait rédiger un texte qui disait voilà comment que je vis. L'exercice voulait dire aux indigènes de l'époque, qui sont les indigènes actuels, que je suis en train d'écrire mon exercice, d'accomplir mon exercice éducatif. Et en face, j'ai ma maman qui tricote le pull de l'hiver pour ma petite sœur. Le papa en face de la cheminée, du cheminée en train de lire le Figaro ou un livre. Et voilà, la vie est belle en étant enfant de l'indigène. Et au bout de l'exercice, le petit Omar, justement, ce petit Gavroche, ce petit Omar algérien qui ont lancé cet hashtag, a refusé cette façon de voir les choses, en étant révolutionnaire dans son acte, en disant la chose suivante, Smahli Chaban, et je termine. En fin de compte, je ne suis pas en train de vivre ce que l'administration française m'indique comme comportement. Ma maman est en train de guetter 1 litre d'eau fraîche pour se faire laver à la maison. Papa est en train de ramasser des petits débris de légumes et fruits dans le marché d'à côté. Et on n'a pas de caniche dans la maison. Je suis révolté. Il a écrit cet hashtag. Aït Ahmed, mais pourquoi on écrit ces hashtags. Oui. Maître Rahmoun, vraiment, je voulais vraiment vous entendre. Merci de nous avoir effectivement donné ces quelques éléments. Mais ce pouvoir, vous venez d'évoquer plusieurs novembristes. Ils sont plusieurs à avoir quitté le lycée pour faire de cette Algérie aujourd'hui. Enfin, ils auraient aimé voir une autre Algérie, je pense, mais on va en parler en fin d'émission avec Feu Hussein Ahmed Arbi Rahmoun. Mais pourquoi est-ce que ce pouvoir aujourd'hui ne prend pas justement pour content ce bel héritage du combat, de la revendication, quand on voit une jeunesse
s'exprimer en disant je ne suis pas content pour telle et telle chose. D'abord, ça veut dire qu'on aime son pays. Ce pouvoir-là, aujourd'hui, en 2024, il est quoi? Il est affaibli, il a plus de clé, il a peut-être aussi une crainte de voir un nouveau, vraiment le peuple, comme vient d'expliquer d'ailleurs le docteur Mohamed Lamine Chiban ou le docteur Sidi Ahmed Sidi Menad. Comment vous expliquez la position de ce pouvoir aujourd'hui en 2024? Je pense que le régime actuellement est affaibli sur le plan international, sur le plan régional et aussi sur le plan national. Sur le plan national, ce régime est illégitime. Il est légal, certes, il est légal quand on voit la Constitution, les différentes dispositions, même si elles sont violées, mais il est illégitime, et ce depuis l'indépendance du pays. Aujourd'hui, on voit les contestations qui virent vers les droits fondamentaux, la liberté d'expression, toutes les libertés, qu'elles soient respectées. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui? Que les textes et conventions internationales que l'Algérie a ratifiés, a signés, que le standard international que l'Algérie a signé doivent être respectés en interne. Ça, c'est le premier point de vue. Deuxièmement, que aujourd'hui l'Algérien, quand il voit du côté de l'Orient, du côté de l'Occident, comment des pays qui sont très riches en énergie, très riches en ressources naturelles et minières, ne bénéficient pas, ne soient pas le premier à bénéficier de la rentabilité minière naturelle de l'Algérie. Que l'Algérien aujourd'hui est toujours pauvre. Ça, c'est une revendication économique et sociale à la fois. Du point de vue politique, quand on voit que des espaces d'expression sont ôtés pour les Algériens, que l'exercice de la citoyenneté, que le fait de se rassembler, que le fait de protester, de se réunir, d'avoir le droit de se déplacer librement, d'avoir le droit de dire, d'exprimer ses opinions, est interdite par cette violence législative qui criminalise l'acte de revendication, l'acte d'expression. On n'est plus dans un pays, dans un État où l'exercice de la citoyenneté est permise par les textes et conventions et la loi interne de la nation. Merci maître, restez avec nous. On va écouter ici donc ce hashtag exprimé notamment sur le mécontentement et le souhait de voir les choses s'améliorer en Algérie. يا سي تبون ما رانيش راضية وأنا راني مع بلادي مانيش معاك انت أنا مع بلادي الجزائر والجزائر ماهيش انت وانت ماكش الجزائر هذه ديرها مليح في بالك حنا جزائريين وماناش راضيين وانا مكملين فيها تالتالي وما راناش راضيين وما نرضاوش بهذه الطريقه. بلي انا مواطن جزائري وعندي باسبور جزائري لا انتمي لاي حركه ارهابيه او اجنبيه ضد استقرار بلدي. شاركت في حمله ما رانيش راضي لاني صح ما رانيش راضي على المستوى المعيشي وما رانيش راضي على المعيشه اللي وصل ليها المواطن الجزائري البسيط. ماشي راضي. إيه مانيش راضي. سؤال جواب. مانيش راضي خويا الحالة اللي رانا فيها. حاب نشوف بلادي كيما البلدان. وهاد العباد اللي يجيو عندك فيكم حاسبين الجزائر ملكهم ما بقيت فرحان عليه. خرج برا وعيش. علاش ما نعيش في بلادي خويا علاش ما نعيش في بلادي وتخلصني غاية ونعيش غاية ناكل ونشرب ونلبس وعندي داري وعندي صوالح علاش. Menoual Jadi est avec nous, ancien député du FLN. Menoual Jadi, d'abord, vous avez aussi été quelque part interpellé. On est dans l'incompréhension. Certains de nos invités sont un peu dans l'incompréhension de cette autre Algérie dans laquelle apparemment vous vivez. Vous allez répondre. Et puis, un élément aussi dans l'actualité de cette semaine. Il était prévu fin 2025, début 2026 que Abdelmadjid Tebboune, président algérien, donc ouvre l'ouverture au dialogue national. Je le rappelle, malgré quand même dans un climat
assez particulier, hein, qui dit ouverture, je donne 2-3 éléments aussi pour nos autres invités, mais qui dit ouverture du dialogue, ça veut dire qu'il y a un apaisement, qu'il y a aussi une confiance, qu'il y a un rapprochement entre les institutions et le peuple. On a tout de même vu ce président mal élu, hein, très peu sont allés voter le 7 septembre, le 12-12 aussi, ce sont les chiffres qui le disent, ce n'est pas moi. Menouar Djadi, comment vous analysez le souhait d'un certain nombre de partis politiques vraiment d'anticiper ce dialogue national? Est-ce qu'il y a peut-être une volonté vraiment du pouvoir d'anticiper et de faire face à certaines craintes ou vraiment de retrouver un certain apaisement, de ne pas retrouver dans des difficultés comme on peut le vivre dans d'autres pays aujourd'hui? Si vous permettez, je vais répondre à certaines questions de vos invités. Je commence par celui des États-Unis. Effectivement, il a bien dit, il y a un déphasage. Il y a un déphasage, on dirait qu'on ne voit pas l'Algérie de la même façon. Effectivement, c'est un biais cognitif. Il veut cacher le soleil par un tamis. L'Algérie se porte bien. L'Algérie, elle n'a pas de dette extérieure. L'Algérie, sur le plan économique ou sur le plan pouvoir d'achat, ou par le PPA ou par autre chose, le pouvoir d'achat de l'Algérien est parmi les meilleurs en Afrique et aux pays arabes. Même si il veut que je lui donne des chiffres, je vais évoquer ces chiffres qui sont reconnus par les institutions internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale. Deuxièmement, pour votre maître avocat, M. Rahmouni, effectivement, moi je n'ai pas dit que nos jeunes n'ont pas le droit à la parole. J'ai dit, la cassette est là. J'ai dit tout simplement qu'un jeune de 26-27 ans, universitaire ou non, il se soucie tout d'abord de son avenir pour procurer un poste. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas trouvé un poste de travail, par exemple, malgré qu'il touche l'allocation chômage. Il n'a pas, à son âge, peut-être il n'a pas pu se marier, avoir un logement. Oui, mais dire que je ne suis pas d'accord avec ce système politique. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. Il faut que ce régime tombe. Il faut que avec des insultes, des généraux, le président de la République, etc., etc. Ça, ce qui est mauvais. Le président de la République, effectivement, comme vous l'avez bien dit, Si Chaben, il a fait, malgré que c'est une première, ce que il fait une grâce à la veille de la Nouvelle An. Et effectivement, c'est vrai. Mais ça, c'est un signe fort. Parce qu'il a évoqué lors de son investiture d'ouvrir on va arriver à la vraie démocratie. Nous sommes en train d'apprendre et l'Algérie en 2019, effectivement, le peuple algérien est devenu conscient, est devenu mûr. Il sait ce qu'il fait. Le Hirak de 2019 n'appartient à personne. Ça appartient au peuple algérien tout entier. Il n'appartient ni X, ni Y, ni aux partis politiques, ni autres. C'est le peuple qui était contre le système l'Issaba de l'époque. Ni plus ni moins. Maintenant, Si Chaben, vous avez diffusé ces jeunes-là avec la femme. Mais je voudrais pas que vous pouvez le faire pour moi. Vous continuez les cassettes jusqu'au bout. Vous continuez la cassette de cette femme de bout en bout. Elle ne s'est pas arrêtée comme vous l'avez arrêtée, Si Chaben. Elle a dit des choses graves. Des généraux, mais vous n'avez pas l'impression, on va donner la parole au docteur Mohamed Lamine Chibane, vous parlez de démocratie, vous n'avez pas tout de même l'impression qu'il y a un manquement, le président, en parlant de démocratie, on voit tout de même que le champ politique en Algérie, c'est compliqué de faire la politique, des ONG sont fermées, des jeunes sont intimidés, arrêtés parce qu'ils tentent de s'exprimer. Vous voyez ce mécontentement, vous voyez aussi ces difficultés au niveau de la santé, du pouvoir d'achat tout au long de l'année. Est-ce que vous voyez tout de même ces difficultés au pays, au niveau de la démocratie, mais au niveau du quotidien des Algériens, ou c'est totalement, ou alors vous êtes peut-être dans un autre pays, enfin, est-ce que vous voyez cette situation?
justement, si Chaben, je vous dis avant que je vous réponde, vous rediffusez la vidéo de cette femme, de bout en bout. S'il te plaît. Bon, je ferme cette parenthèse. Effectivement, Allah al-Azim, vous m'étonnez. Vous m'étonnez, si Chaben, vous, et vous indiquez qu'on dirait, nous ne voyons pas le pays qui est Algérie. Subhanallah, je dis que sur tous les plans, l'Algérie se porte très bien par rapport. Très bien, c'est clair. Je dis que je ne peux pas dire que je dis pas que l'Algérie a atteint le summum, mais elle est en bonne voie. Elle se porte bien sur tous les plans. Je reviens à vous. Menoual Jadi. Avec des chiffres, subhanallah. Je reviens à vous, Menoual Jadi. Je reviens à vous. On va essayer de se donner la parole les uns derrière les autres, puisque vous êtes nombreux. Le temps passe. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bien évidemment, je pense que vous allez peut-être réagir aussi parce que vous êtes en Algérie. D'abord, vous êtes médecin, il ne faut pas l'oublier. Vous connaissez plusieurs secteurs. On peut rappeler aussi que les étudiants de médecine derrière, qui ont fait des manifestations derrière, apparemment, la raison aussi, c'est le Merzen. Peut-être là-dessus, docteur Mohamed Lamine Chibane, mais je voudrais aussi qu'on avance. Et puis, il y a l'ouverture du dialogue. Et puis, voilà, cet apaisement, cette grâce présidentielle, pour avancer un peu dans nos axes, tout de même, 2471 détenus. Apparemment, donc, le président a décidé des remises totales du restant de la peine au profit de 14 détenus condamnés définitivement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Opinion, peut-être expression derrière ça. Et puis, il y en a aussi, outre, décidé des mesures d'apaisement au profit de 8 détenus en détention provisoire ou en attente de jugement. Réaction, apaisement par rapport à sa politique vers son peuple, vers cette crise qu'il vit à l'intérieur, ou alors vers peut-être la crise aussi à l'international des craintes de soulèvement. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Un apaisement, oui, mais on reste quand même frustré. Donc, ces apaisements au compte-gouttes. Je voudrais d'abord saluer Maître Issa Rahmoun quand il a parlé du grand chef historique Hussein Aït Ahmed, que beaucoup de gens m'habouchent, pour votre information, parce que c'était parmi les rares chefs historiques incorruptibles qui ont refusé les offres des pouvoirs successifs. On va en parler, docteur. Je vous laisse continuer, mais on va en parler enfin en troisième actualité. On va en parler, c'est prévu. On va revenir sur ce 23 décembre. Pour dire, Barka à Maître Issa Rahmoun, effectivement, qu'à 16 ans, il avait créé le journal du Patriote au lycée de Ben Aknoun, qui est actuellement au lycée El Moukarani. Il était avec Ousdir, professeur Saïd Chibane, Maître Bentoumi, Itamaran Idir. Enfin, on aura l'occasion encore d'en discuter pour ce grand chef historique. Et en même temps, je voudrais saluer le docteur Sid Ahmed Sidi Mnad. Effectivement, le frangin, il était au lycée Ammar al-Rachid. Voilà, donc il a totalement raison. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, le pouvoir n'a pas peur des pauvres qui ont faim. Il a peur des pauvres qui savent réfléchir. C'est M. Paul Frère qui parle. Je dis aussi, cessez de vendre les illusions à ce pauvre peuple. Lui vendre des chimères. Sachez que sans liberté, point de croissance, point de richesse. Nous nous opposons à une gouvernance. Lyon, alors, monsieur Tebboune, dans 5 ans, ça va être un autre. Mais nous nous opposons à une gouvernance, mais pas à l'État. Nous ne sommes pas des complotistes. Au contraire, l'opposition, vous remarquez que tous les pays développés, ils ont une grande opposition. Mais en ce moment, quand on voit Sarkozy, l'ex-président, comme il est condamné à 1 année de prison ferme. شوف حرية العدالة عدلت فأمنت فنمت. Et quand Abu Bakr Siddiq disait « In kuntu ala sawab ayyiduni wa in kuntu ala khata qawwimuni » c'est ça l'opposition. Mais maintenant, c'est un traître, c'est un valet du sionisme, c'est un valet de l'Makhzen. Allez, ces jeunes, ils ont le droit de s'exprimer librement, ils sont dans un pays normalement libre et démocratique.
l'Algérie, la République algérienne démocratique et populaire. Pourquoi les harceler? Pourquoi les intimider? La maman le jeune avec sa maman, ma mère a été frappée, elle a été allège. Laissez les gens s'exprimer librement. Que nous vous saluons. Vous nous donnez la possibilité de nous exprimer. Beaucoup, des millions d'Algériens suivent cette chaîne. Malheureusement, sur YouTube, ils auraient aimé ces Algériens, beaucoup d'Algériens que je croise ici à Chorfa, la wilaya de Bouira. Ils disent متى ترجع المغاربية علمها عند الله. Donc, nous nous réjouissons de la décision prise par M. Tebboune, mais il peut encore aller de l'avant. S'il veut réellement tendre la main à cette opposition, l'opposition crédible, pas l'opposition qui a été rejetée, qui a été vomi, en 2019. Ce que je peux vous dire, mon ami Chaben. Merci docteur, je reviens à vous, on fait une pause de 10 secondes sur cette intro et on revient avec nos invités sur cette deuxième actualité qu'on a déjà bien entamée d'ailleurs. Docteur Sidi Ahmed Sidi Mennad est avec nous, expert, je rappelle, senior auprès des Nations Unies à Vienne. Docteur, habituellement, les grâces, président algérien a l'habitude enfin, n'en avait pas fait d'ailleurs depuis un bout de temps, mais en général, c'est plutôt 1er novembre, 5 juillet, plutôt pour notamment les moments comme les fêtes de l'Aïd. Bon, là, symboliquement, à la veille de Noël, il y a eu des grâces. Est-ce que pour vous, c'est un réel apaisement? Parce que dans un autre... à l'inverse, il y a toujours ces arrestations. Il y a plusieurs jeunes qui ont été arrêtés notamment pour ce hashtag. Comment vous analysez? Est-ce que ce sont des réelles mesures d'apaisement pour vous? Est-ce qu'elles n'ont quelque part aucun sens? Et apparemment, pour la première fois, on parle d'opinion. Et derrière ça, et je voudrais ensuite entendre Maître Rahmoun par la suite, aujourd'hui on sait que la France est confrontée quand même à des difficultés en termes d'image à l'international avec l'affaire de Boualem Sansal. Alors le but, c'est pas de revenir vraiment sur ces sorties, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais aujourd'hui, voilà, on parle de méthode de répression, on parle d'enlèvement, d'opacité. Beaucoup demandent sa libération. Est-ce que quelque part, le pouvoir algérien est peut-être contraint de libérer Boualem Sansal? Donc, il a été obligé peut-être de passer à cette mesure d'apaisement et de gracier ses détenus, dont peut-être Boualem Sansal ferait partie. Voilà les 2-3 éléments et vous avez la parole. Oui, Chaban, d'abord, je ne peux pas prétendre d'être un analyste politique fin qui peut décortiquer tout ce qui arrive d'Alger, loin s'en faut. Sauf que j'essaie de me poser la question de savoir pourquoi des mesures d'apaisement s'accompagnent par la libération, par exemple, de droits communs. Qu'est-ce que cela a à voir avec la détente, avec un climat politique qu'il faut absolument ramener à l'apaisement? Franchement, là, je comprends pas. C'est-à-dire que le gros des personnes qui vont être libérées ou à qui on va réduire leur peine, c'est surtout le droit commun. Politiquement, je ne comprends pas à quoi cela sert-il. Et deuxièmement, on nous parle d'un nombre très limité de personnes qu'on appelle, disons avec euphémisme, perturbateurs de l'ordre public. Alors que bon, nous savons tous que ce sont des détenus d'opinion. Et c'est un nombre qui est infiniment petit par rapport
au nombre de détenus aujourd'hui dans les prisons algériennes, qui est donc, si vous voulez, une preuve éclatante de démocratie, puisqu'on se retrouve avec, je crois, entre 250 et 300 détenus à ce jour. C'est quoi le deal, si je puis me permettre de dire cela. Et aussi, je me pose la question de savoir que, effectivement, si quelque part il y a un danger, ce pouvoir nous a habitués à chaque fois qu'il sent un peu le roussi de la fumée, ou je ne sais pas comment appeler ça. Et là, il cherche des solutions de bricolage. Il appelle au dialogue. Mais avant d'appeler au dialogue, que je sache, c'est montrer toute sa bonne volonté pour, premièrement, libérer tous les détenus d'opinion sans exclusive. C'est la première décision qui doit être prise par un pouvoir qui se veut apaisant. Donc, libérons tout ce monde perturbateur, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Nous, on les appelle de vrais détenus d'opinion. Et à ce moment-là, mettre aussi sur pied les jalons d'un tel dialogue. De quoi s'agit-il? C'est d'abord, rappelez-vous, les offres de dialogue sont légion. Moi, en tant qu'ancien membre de l'exécutif du FFS, je peux vous en citer au moins 5 du temps où j'étais à l'exécutif. Toutes se sont soldées par des impasses. Et si ce n'est pas, parfois, je m'excuse du terme, de l'arnaque. Vous savez, il y a eu avec Sil Hussein même des réunions secrètes dans des palaces suisses à Genève pour discuter avec de hauts responsables, et je dois dire des généraux à l'époque, qui avaient fait 1001 promesses et dont aucune n'a été tenue. C'est ce qui a d'ailleurs désabusé grandement Sil Hussein. Si on en parlera tout à l'heure, je pourrais en dire un mot. Donc ces offres de dialogue sont nombreuses. On en a eu même pendant le Hirak, avec, je crois, M. Ben Salah, et puis M. Gaïd Salah qui s'était, disons, qui a interféré là-dessus pour dire non, il n'y a aucune condition à poser, pas de préalable, pas rien. D'ailleurs, on a vu où est-ce que ça nous a mené. Des membres de comités de dialogue s'étaient même retirés parce qu'ils voyaient que ça ne menait nulle part. Et ce mot dialogue revient à chaque fois. En fait, pour moi, et je n'engage que ma propre personne et ma propre responsabilité, c'est une façon de ce pouvoir de durer. Même s'il doit durer un jour supplémentaire, eh ben, il continuera à le faire. Et quelque part, je le dis en toute sincérité, en toute humilité, ce pouvoir n'a cure du pays. C'est comment durer, quelles sont les techniques à mettre en œuvre pour pouvoir continuer donc à exercer ce pouvoir, parce que peut-être aussi, et on nous le disait quand nous discutions avec ces gens-là du temps du FFS, notre seule garantie, c'est le pouvoir. C'est ce qu'ils disaient. Et on le voit, 30 années après, ce pouvoir est là, parce qu'ils considèrent que sa seule voie de survie est de continuer à exercer le pouvoir de quelque façon que ce soit. Donc, encore une fois, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est vrai que le dialogue national est annoncé depuis plusieurs décennies. À chaque fois, ça tombe à l'eau parce que, je le disais, il y a quand même un contexte particulier. Pour ouvrir le dialogue national, il faut aussi qu'il y ait une confiance. Certains observateurs parlent de deux crises. Il y a la crise interne. Juste là-dessus. Je voulais juste dire une chose. Monsieur Tebboune, lors de son intronisation pour le deuxième mandat, il avait parlé d'un dialogue, d'ouverture d'un dialogue sur les 5 ans à venir. Donc il s'est dit, bon, on a tout notre temps et on pourra discuter autour d'un verre de thé et quelques douceurs avec des gens sages, et puis on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, le temps a un peu changé. Ce n'est plus sur les 5 ans à venir, mais fin 2025, début 2026. Ça veut dire quoi tout ça? C'est une technique demande anticipée. Moi, je le dis, je le répète, c'est juste une technique pour durer. Il n'y a pas d'apaisement. La preuve,
c'est qu'on déclare libérés. Je ne sais pas si ces gens-là ont été libérés ou pas, puisqu'on n'en a plus entendu parler, certainement dans les jours à venir. Et je me demande d'ailleurs pourquoi. Et en même temps, on a arrêté des dizaines de hashtageurs, si je peux même en parallèle, effectivement. Et on a même décidé des mesures d'emprisonnement. Donc, c'est quoi ce tralotage? Encore une fois, je m'excuse, mais je le dis, et encore une fois, indignons-nous, parce que là, nous sommes au bord de quelque chose qui n'est plus gérable, et je dis à ce pouvoir, arrêtez, parce que sinon, c'est vraiment la catastrophe annoncée. C'est le chaos qui est annoncé, et personne ne veut ça, personne. Restez avec nous, docteur, le temps avance vite. Docteur Mohamed Lamine Chiban, pourquoi cette annonce de grâce aujourd'hui? Puis après aussi la question de justice se pose. Maître Rahmoun va en parler dans quelques instants. On sait qu'il y a, enfin en tout cas plusieurs analystes, observateurs parlent aujourd'hui de deux crises. Il y a la crise interne avec le peuple, un peuple mécontent, et puis on a aussi la crise à l'étranger. C'est un pays tout de même en termes de diplomatie qui s'est isolé, qui a des difficultés. Le sud, la région du Sahel, les Émirats, le Maroc, l'Europe avec la France, il y a eu l'Espagne, il y a eu certains pays d'Afrique subsaharienne. Comment ces mesures d'apaisement, elles ont un sens aujourd'hui, selon vous? Écoutez, c'est Chaban, il faut d'abord voir la conjoncture, la chute, la fuite du génocidaire Bachar al-Assad. D'ailleurs, juste avant de s'enfuir, il avait ordonné pour doubler la paye de sa milice Shabiha qui a torturé le peuple syrien. En plus, nous avons appris il y a quelques jours qu'un autre sanguinaire, un autre général, dictateur, despote, en l'occurrence Sisi, qui ne peut pas envoyer une bouteille d'eau à ses frères juste à côté, du côté de Rafah, qui meurent tous les jours. On vient d'incendier l'hôpital. C'est néo-sioniste, sous le mutisme des dictateurs arabes et la complicité de l'Occident. Donc, il y a d'abord la conjoncture, d'une part, et puis, regardez, nous ne sommes pas bien avec le Maroc, nous ne sommes pas bien avec la moitié de la Libye, nous ne sommes pas bien avec tout le Sahel, on a machak le Mali, le Niger, le Mali, alors qui se permet même de traiter nos ministres des Affaires étrangères à l'ONU, énergumène, subhanallah, qui aurait pensé un jour qu'un Malien, il y a les diplomates. Donc, vous voyez un petit peu l'isolement, il faut le reconnaître. Il y a un isolement diplomatique. Et on va pas se cacher et puis, en plus, il est temps, le pouvoir est acculé. Mais je partage le point de vue du docteur Sid Ahmed. Pourquoi mélanger, justement? Mélanger, c'est quelques chourafas. Pour moi, c'est des chourafas ahrar. Ce ne sont pas des traîtres, ce ne sont pas des valets, ou la sioniste. Pourquoi les mélanger avec le droit commun? Rien à voir. Si on reconnaît qu'il y a une mesure d'apaisement, eh bien, continuez, allez-y, avoir le courage. Avoir le courage et la franchise. La Misra disait, une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière. Merci, docteur. C'est vrai, beaucoup parlent d'aller un peu plus dans les décisions. Ils sont nombreux en termes de détenus d'opinion. Maître Rahmoun est avec nous. Les droits et les libertés, ça vous connaît. Mesure d'apaisement apparemment avec cette grâce présidentielle. Des détenus d'opinion aujourd'hui apparemment. Et je voudrais aussi peut-être que vous répondiez là-dessus. Certains observateurs et certaines presses aussi commencent à comprendre peut-être que pour pouvoir libérer Boualem Sansal, il faudrait passer par cette grâce. Apparemment, il serait question qu'il ferait partie notamment de ces grâces. On voudrait qu'on aille vite parce que j'aimerais aussi qu'on consacre quelques minutes pour, même si on l'a déjà fait, pour Rabbi Hossein Ahmed et ses engagements.
Pardon, Chaban, j'ai pas très bien entendu, j'ai perdu le fil. Alors, mesure d'apaisement, pourquoi maintenant? Pourquoi en cette période? Et puis certains disent aujourd'hui, voilà, que c'est une manière masquée peut-être d'en arriver à la libération de Boualem Sansal, puisque le monde entier a mis en lumière tout de même le problème de répression, de liberté, les méthodes. Certains parlent d'enlèvement, on parle bien vraiment des méthodes, des droits et des libertés. On parle pas de ces sorties. C'est pas le but ce soir. Écoute, Chaban, moi je suis infiniment convaincu que notre régime est un régime sournois, hypocrite à la fois. Quand on évoque les détenus de droit commun, c'est qu'on arrive à classer en termes de télescopage juridico-politique les détenus d'opinion pareillement aux détenus de droit commun. C'est-à-dire que celui qui est accusé, par exemple, de crimes d'homicide volontaire est aussi classé avec celui qui est inculpé, accusé de délit d'opinion. Et quand ils évoquent, justement, c'est là toute la splendeur autoritaire des lois d'exception. Quand on arrive à classer les détenus d'opinion juste à côté des détenus de droit commun dans la même catégorie. Donc, ce régime est sournois et hypocrite. Ça en dit long, je vais vite, Maître Rahmoun, ça en dit long sur la justice aussi, parce qu'en général, quand on est amené à gracier quelqu'un, quand le chef de l'État, de manière, c'est pas quelqu'un, quand le chef de l'État prend cette décision, c'est en général qu'il est convaincu de son innocence. Est-ce que derrière ça suppute pas aussi cette problématique de justice du téléphone où le chef de l'État a tous les droits? Non, mais pas seulement, pas que ça. Écoutez, dans la procédure en Algérie, le seul magistrat habilité à prononcer à l'occasion d'une enquête qui est en cours devant le juge d'instruction ou devant une instance pendante à l'occasion d'une instruction judiciaire, c'est le juge d'instruction, à travers la demande de la personne concernée ou à travers son avocat via le juge instructeur. Et on voit aujourd'hui qu'il y a au moins 8 cas qui sont en attente de jugement, c'est-à-dire que le juge de siège, celui qui rend des décisions judiciaires, n'a pas statué sur le cas de ces personnes mises en cause. On voit aujourd'hui l'ingérence d'un pouvoir exécutif représenté par le chef de l'État qui s'initie dans les affaires d'un juge de siège, c'est-à-dire le juge instructeur. Et c'est toute la splendeur de ce régime qui, en fin de compte, confirme qu'il n'y a pas de justice indépendante en Algérie. Ça, on le sait tous. Pour les praticiens du droit, pour les praticiens des couloirs des justices et des cours d'appel, etc., on le sait tous qu'il n'y a pas une justice indépendante en Algérie. Après, les mesures d'apaisement. Je voudrais revenir sur ce concept qui est très étrange, très étranger aux mœurs politiques du régime algérien. Les mesures d'apaisement, c'est quoi en fin de compte? C'est de libérer tous les détenus d'opinion à partir, probablement, et là on pourrait revenir bien en arrière, quoi qu'ils n'existent plus, aux années 80, voire aux années 90. Donc ces mesures d'apaisement, elles riment à rien selon vous? Excusez-moi, je vous interromps, je vais très vite parce que je voudrais on consacre un peu de temps aux solutions et puis à ce qu'était Hussein et Ahmed. Ces mesures d'apaisement, le docteur Slimane Nad vient de nous dire que c'est vraiment pour rester au pouvoir. C'est ça pour vous, Maître Rahmoun? C'est des mesures d'apaisement qui riment à rien aujourd'hui, qui n'ont aucun sens? Je pense que c'est destiné à l'opinion internationale. Ces mesures d'apaisement sont destinées à l'opinion internationale, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le régime algérien, en attendant effectivement de se repositionner, de se remettre et d'exister, de perdurer en place, annonce cet effet d'annonce qu'il y a des mesures d'apaisement, c'est-à-dire que l'Algérie est dans une voie d'apaisement, de construction, de reconstruction, de réconciliation, de transition démocratique et judiciaire à la fois. C'est fou.
Un pouvoir qui s'est vu mettre en lumière, notamment, on le rappelle, hein, vraiment ces problèmes de liberté suite à cette affaire, qui est un mal aussi pour un bien, parce que les Algériens le dénoncent, c'est une réalité, ils le dénoncent depuis des décennies. Et derrière cette affaire de Boualem Sansal, eh bien, ça a mis en lumière aussi les problèmes de liberté. On va, juste derrière cette intro, on va se retrouver pour consacrer quelques minutes à Hossein Ait Ahmed. Le 26 décembre 91 avaient lieu les législatives en Algérie. Près de 60% des Algériens sont allés voter. Le FIS arrivait en tête avec plus de 180 sièges. Juste derrière, c'était le FFS, puis le FLN en troisième position. Le 11 janvier était prévu le deuxième tour de ces législatives. Les Algériens se sont exprimés bien pour des raisons de vouloir sauver la République. Donc le pouvoir algérien a stoppé, a annulé les élections, a stoppé donc le processus électoral démocratique. On écoute ce qu'a dit clairement Hossein Ait Ahmed sur cette situation. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Allez, il est 20h43. Messieurs, le temps passe très vite. Il nous reste 4 petites minutes chacun. Menwar Jadi, Hossein Ait Ahmed fait partie de ces grands novembristes, ces personnes qui ont lutté pour faire sortir le colon. C'est vrai que les médias en ont parlé cette semaine, mais plus dans ce rôle de révolutionnaire autour de la colonisation. C'est une analyse que je voulais avoir auprès de vous, mais ils n'ont pas parlé de son engagement, de ce qu'il avait proposé à Saint-Égidio, de réunir tous les partis politiques, d'avoir cette transition. Il était pour l'ouverture politique, de réunir tous ces partis. Puis il vient de s'exprimer sur l'arrêt d'un processus démocratique. C'est ce qui ne fera pas avancer le pays. Voilà quelques éléments et puis vous allez pouvoir réagir les uns derrière les autres. Menwar Jadi. Merci, c'est Jabin. Donc, avant que je passe au dernier sujet. Très vite, s'il vous plaît, on n'aura pas le temps, malheureusement. Oui. Je reviens donc pour dire à M. Issa Rahmoun, nuance, le président de la République, la présidence est une institution. Le président de la République est le premier magistrat du pays. Il ne figure pas parmi l'exécutif. Il n'est pas. C'est le Premier ministre et les membres du gouvernement qui sont exécutifs. Mais le président de la République, c'est le premier magistrat du pays. C'est dit. Le président de la République, ça n'a rien à voir avec l'exécutif. Deuxièmement, c'est Chaben, en ce qui concerne pour Issa Rahmoun, il qualifie ces prisonniers de droit commun sont considérés comme des victimes, voire des otages d'une parade politico-judiciaire, d'après lui. Mais moi, je dis qu'ils sont considérés par nos magistrats. Ce sont pas des détenus d'opinion, mais c'est des droits communs. Quoi? Parce que c'est dit. Une opinion, il donne son opinion dans le cadre légal, en respectant les gens. Ce n'est pas en insultant les gens, les généraux, le président de la République. Ça fait partie des droits communs. Maintenant, en ce qui concerne votre dernière question pour M. Ait Ahmed, M. Ahmed Allah Rahmou, c'est un grand homme, c'est un révolutionnaire, c'est un homme, Allah Rahmou Sa'ali, Inch'Allah. Mais pour rebondir sur ce sujet, effectivement, il était mineur lorsqu'il s'est engagé dans la révolution à l'âge de 16 ou 17 ans. Mais ceux qui étaient derrière lui, ils portaient l'Algérie dans leur cœur. Ils aimaient l'Algérie. Ok? Donc, ceux qui ont été derrière Ait Ahmed, c'était des hommes, c'était des Algériens, des vrais Algériens. C'est eux qui l'ont initié l'amour de l'Algérie, l'amour du pays, et c'est pour ça qu'il était au martyr à la Révolution à l'âge de 17 ans. Par contre, tout à l'heure, j'ai dit que ces jeunes ont été induits en erreur. Je ne sais pas de quelle organisation
ils appartiennent ou de quel côté ils sont manipulés. C'est clair. Merci Menouar Jadi, merci infiniment. On aura le plaisir de vous réinviter. Désolé, je suis pris par le temps. Docteur Mohamed Lamine Chibane, sur cette question, il avait des solutions, alors qui étaient Mohsin Tahmed engagé, etc. Mais vraiment sur ces solutions, il avait des solutions, il avait proposé des solutions sur la transition, sur l'ouverture politique, de réunir tous ces partis, de proposer cette transition. On l'a écouté à l'instant. Par rapport à ce point-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ils ont écouté Hussein Ahmed. Ah, s'ils ont écouté Hussein Ahmed. À 21 ans, il avait dirigé l'OS. C'était pas un gamin. C'était pas un bambin. Il était responsable politique. Hors pair, parmi les 9 chefs historiques de la Révolution. Ah, si, إذا النظام سمع Hussein Ahmed. Hussein Ahmed qui a dit, on a libéré la terre, mais le peuple n'est pas encore libre. Le fondateur du FLN, Ahmed qui a dit, vous avez pour devoir, pour permettre à cette jeunesse de trouver des canaux d'expression. Ahmed qui disait, je n'ai jamais été un opposant systématique, mais je suis un opposant à quoi? À la dictature. Alors, Monsieur Ahmed, je voudrais rappeler seulement une chose. Lorsque il y a eu la déclaration du ministère des Affaires étrangères concernant la chute et la fuite du sanguinaire Bachar, ils avaient dit l'Algérie appelle au dialogue entre tous les enfants du peuple syrien, dans toutes ses composantes. On aurait aimé que l'ouverture, vous avez résumé effectivement en quelques petites minutes. Je suis vraiment désolé sur le temps. Docteur Sidi Mennad avec nous, pareil sur ce point important. Vraiment, il avait, je me répète, mais il avait des solutions. Il a proposé des solutions. Il n'a jamais voulu négocier. On lui a proposé d'être président. Il voulait pas. Il était pour l'ouverture vraiment du champ politique, l'ouverture de la politique. C'était possible pour lui. Oui, Chahban, ce que j'aimerais dire, c'est que Sid Hussein, je l'appelais Sid Hussein et je continuerai à l'appeler Sid Hussein, était un grand rassembleur. Il a toujours cherché des solutions pour éviter la violence, pour arrêter les fusions de sang. L'arrêt du processus électoral, c'était, il savait que ça allait faire basculer l'Algérie dans une violence inouïe. On connaît le résultat. Je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup de gens se rendent compte de la justesse et de la vision qu'avait Sid Hussein à l'époque. Et puis il y a eu le processus de santé d'Idjo. Il n'a jamais coupé les ponts, même avec le pouvoir. Il a essayé de discuter, il a essayé de dialoguer, il a essayé de proposer. Mais à chaque fois, il s'est heurté à un pouvoir inflexible, monolithique. Il n'a pas été écouté. Nous voyons le résultat aujourd'hui. J'aimerais ajouter un petit point, si vous le permettez, parce que pour moi, c'est important. Lorsqu'il dit que Sid Hussein, il était accompagné de gens qui aimaient l'Algérie, des gens qui avaient l'Algérie au cœur. Ces jeunes aussi de hashtag ont l'Algérie au cœur. Et si Hussein était encore vivant, ils l'auraient suivi parce que ils savent que c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'amour de l'Algérie. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de traiter nos jeunes de traîtres. Arrêtez de traiter nos jeunes de gens manipulés. Je ne peux pas l'accepter. C'est comment dirais-je, inacceptable et c'est honteux, je le dirais. Merci. Merci, docteur. Maître Rahmoun, la frustration totale ce soir. Tout de même, 2 minutes, je m'excuse auprès de Salim Salhed, nos équipes en régie. Voilà, rapidement, il a jamais été écouté, il avait des propositions, on arrête les élections pour sauver la République. C'était quoi l'objectif à Saint-Égidio? Tout le monde était réuni, le fils était là, il y a les partis démocrates, laïcs, c'était possible pour lui. 2 petites minutes, je sais que vous avez plein de choses à nous dire, Maître Rahmoun. Non, je comprends le timing, il n'y a pas de souci pour ça, Chahban, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est Mennad à résumer la situation. Par contre, ce qui me déçoit, en fin de compte, c'est que le FLN aujourd'hui, à travers ses cadres, n'arrive pas à reconnaître les efforts de Hussein Ahmed que j'ai eu à côtoyer. Pour un petit laps de temps, c'était très court, mais très intensif.
en termes d'éducation pédagogique. Mais il ne veut pas le reconnaître. Il veut pas le reconnaître parce que dernier élément en 10 secondes, il veut pas le reconnaître parce qu'il veut rester au pouvoir, le FLN. Alors, il n'y a plus de parti unique, mais quelque part, certains parlent de parti unique aujourd'hui. Il n'a jamais voulu le reconnaître parce que c'est toujours ce même pouvoir qui veut diriger. Pour résumer tout ça et pour finir, je comprends que le timing est assez serré. Je préfère me prononcer sur cette situation. C'est Galilée. Galilée, je le compare à El Ahmed. Et pourtant, la terre est ronde. Et pourtant, la terre est ronde. El Ahmed l'avait très bien dit. Avec des termes pédagogiques, de lucidité, de vérité, de politique. Un militant de droits humains, un militant universaliste, un militant qui a l'amour de la patrie, qui a l'amour de l'humanité. Et pourtant, la terre est ronde. Merci. Disait Galilée, pour paraphraser tous les discours de Hussein Ahmed. Merci, Maître Rahmoun, d'avoir été avec nous, secrétaire de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Merci infiniment. Docteur Sidi Ahmed Sidi Mennad, merci. Plaisir de vous avoir sur aussi, expert senior auprès des Nations Unies à Vienne. Meno Adjadi, merci pour votre fidélité, ancien député du FLN. Et puis le docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant politique, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans quelques instants, mon ami Salim Salhi. Désolé pour ce retard à mes collègues. Bonne soirée à tous. À demain. Prenez soin de vous.